Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Solveig. Bonjour Virginie. Solveig, tu es chanteuse? Oui, donc je suis chanteuse, musicienne. Ça fait depuis 5 ans que je suis vraiment professionnellement dans le milieu de la musique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de tes activités de chanteuse? Oui, alors déjà je compose et j'écris. Donc je me produis sur scène avec mes propres chansons. J'ai développé pas mal mes compétences là-dessus. Et puis j'ai d'autres activités effectivement en parallèle de ces compositions où je suis intervenante musicale. J'interviens dans les écoles, je monte des spectacles avec toutes sortes de publics, notamment les enfants. Je fais pas mal aussi d'événements où je joue des reprises pour toutes sortes d'événements comme comité d'entreprise, mariage, anniversaire. Et donc en fait finalement j'ai plusieurs domaines d'activité, toujours autour de la musique. Donc en fait, ce qui fait que tout ça mis bout à bout, en fait, tu es intermittente du spectacle. Exactement, ça fait maintenant depuis un peu plus de 3 ans que je suis intermittente du spectacle. Oui. C'est une reconversion. Exactement, c'est une reconversion. Donc moi je viens d'un milieu qui n'est pas du tout musical à la base. Et donc j'ai étudié la sociologie et je m'étais spécialisée dans la sociologie urbaine. J'ai fait un 3e cycle sur tout ce qui était développement urbain et politique de la ville. Et naturellement, je me suis dirigée vers ce milieu-là. Et pendant plus de 10 ans, j'ai été responsable d'une association internationale qui était spécialisée dans le milieu du logement social et de l'aménagement urbain. Et donc c'était une plateforme d'échange d'expériences entre ces professionnels de l'habitat. Et voilà, et je faisais un petit peu de musique en parallèle, mais j'ai vraiment vécu de ma musique il y a finalement assez peu de temps. Et quel a été le déclic ou le déclencheur pour changer de parcours? Donc alors le déclic, je te le dirai après. Déjà, il y a le cheminement, pourquoi j'ai voulu changer de métier. Ça, c'est un cheminement qui a été très long, parce que pour moi, je partais du point de vue, c'était comme un paradigme en moi, que la musique n'était pas pour moi. C'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Ce n'était pas un métier, donc j'ai toujours rêvé de ça. Et en fait, c'était mon rêve de chanter. Sauf que pour moi, c'était inabordable, en fait. C'était inaccessible. Et donc je me disais, voilà, j'ai un métier qui est soi-disant sérieux. Et puis, je chantonne à côté. Et en fait, j'ai fait un parcours personnel où moi j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être épanouie, j'ai envie d'être bien dans ma peau. Et en fait, au fur et à mesure que les années passaient, j'ai réalisé que mon désir profond, c'était vraiment ça. Et donc, j'avais l'impression d'être schizophrène en fait. C'est-à-dire, il y avait mon désir profond et puis la raison. Donc la raison et le cœur, hein, on connaît tous ça. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas le droit d'être en accord avec ce que mon cœur me dit, avec mon désir profond? Et petit à petit, au départ, c'était la raison qui était la plus forte. Et petit à petit, ce désir profond a commencé à monter, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, mes lectures, ce parcours de développement personnel que j'ai eu. Et puis voilà, c'était vraiment, ça commence à mûrir très 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 profondément. Et l'élément déclencheur dont tu parles, c'est qu'à un moment donné, j'ai perdu une amie très chère. C'est la mère de ma meilleure amie qui est morte dans un accident d'avion. Et bon, une mort très brutale, très soudaine. Et comme beaucoup de personnes le disent, c'est quand on a des deuils qu'on se rend compte de certaines choses. Et là, je pense que ça a vraiment participé à me dire mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et qu'est-ce qui est important pour toi et surtout, oui, la vie est courte, donc ne perdons pas trop de temps. Donc ça a été vraiment, on va dire, l'élément déclencheur fort. Et puis après, moi, j'écoute beaucoup les gens. Donc j'entends ce que les gens disent avec leur cœur et avec leur raison. Donc quand les gens parlent avec leur raison, c'est je veux avoir un métier stable, je veux la sécurité de l'emploi, etc., etc. Et quand j'écoute les gens avec leur cœur, j'entends aussi tous les regrets qu'ils ont eus, tout ce qu'ils disent à demi-mot, je ne suis pas vraiment heureux, j'aurais voulu faire ceci, j'aurais voulu faire cela.
je voyais beaucoup de gens frustrés, je voyais beaucoup de gens un peu aigris par la vie. Et en fait, ça me faisait... Avec des regrets, quoi. Voilà, avec des regrets. Ça me faisait très peur parce que je voyais les gens un peu plus âgés qui étaient là, un peu blasés. C'est comme ça et pas autrement. Oui, puis au fond, blasés... Des croyances assez limitantes. Exactement. Et blasés parce qu'ils n'avaient pas été au bout de ce qu'ils auraient voulu faire. Et donc, tout ça mis bout à bout, je me suis dit, je veux pas être comme ça, quoi. Quelque part, c'était un peu un enseignement pour moi. Je me suis dit, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Voilà, il y a toujours des solutions pour rebondir si ça ne marchait pas, mais je veux essayer. Voilà, ne pas avoir de regrets finalement. Exactement. Et puis c'est vrai que, on parle des regrets, mais il y avait une étude qui avait été faite, comme quoi 95% des gens sur leur lit de mort émettaient des regrets. Et c'est quand même énorme, quoi. Bah, 95%, oui, je ne pensais pas que c'était aussi important, hein. Mais en même temps, ça m'étonne qu'à moitié. Tu disais, il n'est jamais trop tard, et du coup, à partir du moment où tu te rends compte de ces choses-là, je pense que ce que j'ai envie d'apporter comme justement expérience de vie, c'est que finalement, il n'est jamais trop tard. Et peu importe l'âge, parce que moi, je me suis beaucoup posé cette question. Je m'étais dit, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour moi? Parce que dans la musique, moi, je ne vois que des exemples. Enfin, j'ai vu beaucoup d'exemples de gens qui commençaient à 15 ans, 20 ans, qui avaient une expérience musicale énorme, qui venaient de familles de musiciens. Et donc, c'est vrai que ça ne m'a pas aidée à aller vers ce désir profond parce que je me sentais un peu perdue parmi ces exemples de réussite rapide et puis de personnes qui avaient vraiment vécu dans un environnement musical. Mais j'ai envie de dire que par rapport à nos choix, finalement, il n'y a pas un parcours, il y a des parcours, il n'y a pas une histoire, il y a des histoires et que chacun peut trouver sa place. Puis après, moi j'en vis, mais il y a des gens qui n'en vivront peut-être pas, mais pourtant ils vont au bout de leur passion quand même, ils réussissent à la porter en s'organisant autrement dans leur vie. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Il n'y a pas un seul cheminement là-dedans. Oui, et puis des fois, c'est pas aussi parce qu'on ne vit pas de quelque chose qu'on ne le vit pas en fait. Exactement. Donc, parce que des fois, on peut consacrer, il y a des gens des fois qui sont dans des associations qui consacrent tout leur samedi dimanche, par exemple, à une association et qui ont un travail alimentaire et qui s'épanouissent aussi complètement. Exact. Et dans la musique, c'est pareil. Voilà, y a des gens qui n'en vivent pas, mais qui justement passent je sais pas, par semaine des 10-15 heures, voire 20 heures à faire sur leur temps libre de la musique. Et quelque part, ils ont aussi réussi. Fin. Exactement. Je pense qu'en plus, on n'est pas tous amenés à avoir le même style de vie. Et je comprends tout à fait qu'on puisse avoir un métier ou un travail qui nous apporte une certaine sécurité financière. Mais l'important, c'est de ne pas oublier ce qu'on est par ailleurs. Et donc, si les gens ont des désirs profonds en eux, qu'ils aient assez d'énergie en fait pour les mettre en place. C'est ça qui est important. J'aurais peut-être pu rester dans un autre contexte plus longtemps aussi dans mon ancien métier, à m'épanouir aussi avec la musique à côté. C'est juste que moi, ce désir était tellement fort, était tellement puissant que j'ai senti que pour moi, il fallait que je ne fasse plus que ça, ou en tout cas que je développe des projets autour de la musique et que je puisse en vivre. Mais quelqu'un d'autre ne dirait peut-être pas ça. Quelqu'un d'autre aurait pu peut-être rester à jongler avec deux métiers parce que c'était ce qu'ils désiraient au plus profond de leur cœur. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement comment est-ce que tu as procédé en fait pour devenir chanteuse et en vivre? Donc déjà, la première étape, ça a été de m'épanouir dans ce qui était le plus fort pour moi à ce moment-là, mes compositions. Donc j'avais déjà fait des choses à ce niveau-là, mais d'une manière plus confidentielle, et puis pas forcément que pour moi. Et la première étape, ça a été tout simplement de faire ce que j'aimais, donc d'écrire, de composer, et puis j'ai commencé à me produire sur scène. Et ça a été une première expérience de scène qui m'a fait vraiment comprendre à quel point j'aimais ça et que ça me plaisait, mais sans forcément penser à de la professionnalisation. C'était vraiment pour le plaisir.
Et voilà, ce désir que j'avais au fond de moi, il grandissait, grandissait au fur et à mesure que mon expérience se développait. Et puis c'était vraiment voilà, ces petites étapes qui ont été franchies petit à petit, où j'ai commencé à m'entourer de musiciens, j'ai commencé à faire des enregistrements audio. J'avais déjà eu une première expérience d'un album de gospel que j'avais fait à l'époque, en groupe. Mais là, voilà, c'était une démarche plus personnelle. Et puis, ce chemin faisant, à force de franchir ces étapes de production dans mon album, je me suis dit, là, tu en arrives quand même à un niveau où ça devient un peu plus sérieux. Et puis, je me suis fait aussi conseiller par quelqu'un une espèce de coach qui m'a aidée à essayer d'avoir un peu une stratégie sur qu'est-ce que tu fais quand tu enregistres des morceaux, quel est le but, qu'est-ce que tu en fais. Et donc voilà, tout ça a grandi, j'ai autoproduit mon album, il est sorti, on a fait un clip, il y a eu des diffusions, il y a eu des concerts. Et juste avant ça, en fait, je sentais que cette chose était en train d'éclore. Et là, je me suis dit, c'est trop fort ce que tu fais, ça prend beaucoup de temps et tu ne vas pas réussir à conjuguer le métier que tu fais actuellement avec ce que tu mets en place musicalement. Parce qu'il faut dire aussi que ce travail me prenait beaucoup d'énergie. C'était, comme je te le disais, un travail un peu créatif où c'était pas je rentre chez moi et j'y pense plus. Donc c'est aussi peut-être pour ça que je ne pouvais pas faire les deux. Parce que c'était quand même deux projets de création quelque part. Tout était toujours à reconstruire avec cette association. Alors que peut-être qu'avec un autre travail, j'aurais pu rester sur les deux fronts plus facilement. Et donc là, je me suis dit, ça va être compliqué de faire les deux. Mais quand j'ai eu l'idée, cette réponse s'impose à moi de me dire, il va falloir que tu n'en gardes qu'un entre la musique et ton association. J'avais aucune idée de ce que je pouvais faire avec la musique concrètement finalement. C'est-à-dire que ça a été un risque un peu fou de se dire ok, je démissionne de mon travail, mais je n'ai pas la garantie de pouvoir me professionnaliser avec la musique. Mais je me suis rendu compte quand même, et après coup je ne le regrette pas, qu'il y a une espèce de mouvement de foi, c'est-à-dire tu fais un pas et les réponses viennent après. Alors c'est pas du tout raisonnable dans le sens où on se dit en général il faut toujours assurer tes arrières, mais dans mon parcours à moi, je sais que si je n'avais pas fait ça, j'aurais jamais changé de travail. À un moment donné, il fallait que je prenne cette décision et après je verrai comment m'organiser finalement autour de ça. Et donc une fois que j'ai fait ce choix-là, j'avais quelques mois devant moi pour voir venir financièrement. Et donc, j'ai continué à développer mon projet personnel. Et puis ensuite, j'ai trouvé différents concerts, j'ai fait des rencontres aussi hyper importantes, où, notamment avec une personne avec qui j'ai beaucoup collaboré, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a fait jouer dans plein d'endroits où on a monté des projets. Et puis voilà, ces opportunités qui sont venues petit à petit, de travailler dans les écoles, de travailler dans différentes structures. Et ça a été des rencontres. Mais finalement, c'est comme si ce hasard, qui n'est peut-être pas du hasard, est venu après que j'ai démissionné. C'est-à-dire, alors après aussi peut-être que j'ai eu les bonnes rencontres, je me suis présentée aussi dans ma ville. Mon point de départ, ça a été de dire, je ne connais personne, j'ai pas de réseau, mais au moins je vais me présenter dans ma ville et puis dire ce que je peux faire. Et ça a marché, j'ai rencontré du monde et j'ai commencé à bosser comme ça. En fait, d'après ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu avais vraiment la vision. Et c'est ensuite, après, que tu t'es dit, j'ai la flamme, j'ai la vision. Et c'est ensuite que je vais voir comment, finalement, le comment n'était pas si important que ça. C'était plutôt le pourquoi je le fais et ce que j'ai envie de faire, quoi. Exactement. C'est ça, j'avais une vision. Et même, je te dirais que dans le travail, même d'intervenante musicale que je fais aussi à côté, en fait, je l'avais déjà en vision. Je savais que j'étais capable de faire ça.
Et parce que tous les chanteurs n'aiment pas faire ça aussi, hein, c'est quelque chose qui est assez personnel. Moi, je savais aussi que je voulais faire ça, que j'aimais ça. Et puis voilà, monter des spectacles, notamment avec les enfants. J'ai toujours aimé ça au fond. Je voulais devenir institutrice quand j'étais petite. Ouais, donc tu avais la notion, voilà, tu aimais l'enseignement et la transmission, quoi. Exactement, j'ai eu mon BAFA, donc j'ai fait pas mal d'animation. Donc je savais très bien que je pouvais faire ça, mais je ne savais pas comment y arriver, comment rencontrer les bonnes personnes. Mais cette vision était très claire. Donc pareil, dans les spectacles que je présente, le spectacle pour enfants, les reprises, j'avais cette vision-là, mais je ne savais pas comment ça pouvait se mettre en place, mais j'avais cette vision-là. Et finalement, quand ta vision est très forte, après il faut aussi être actif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se présenter, discuter, échanger, montrer ce qu'on peut faire, c'est important. Mais j'ai l'impression que ça vient un peu naturellement si ce qu'on veut est fort et qu'on a cette vision forte. Et donc, Solveig, quels ont été les freins que tu as rencontrés dans ta démarche de professionnalisation ? Je pense que le premier frein, c'est moi-même, tout simplement, parce que comme on est tous pareils, hein, c'est ça. On se limite nous-mêmes pour beaucoup de choses et c'est pas les autres, c'est pas l'environnement, mais exactement. C'est pas toujours évident de s'en rendre compte, quoi. Donc il a fallu que je fasse face à moi-même et que je retire les paradigmes que j'avais pour me dire je peux faire ceci ou cela. Et encore aujourd'hui, dans les visions que je peux avoir, je lutte un peu là-dessus et donc je suis sûre que je peux aller beaucoup plus loin. Et je travaille encore là-dessus, voilà, sur la vision, ma vision, avoir plus confiance en moi pour aller encore plus loin. Et voilà, il y a cet aspect-là, l'aspect finance, évidemment. Parce que pourquoi on a du mal aussi à prendre des décisions, c'est parce qu'on a peur de manquer, qu'on a peur de ne pas avoir assez d'argent. Il a fallu que je quitte un travail qui me rapportait beaucoup plus d'argent que ce que je peux avoir aujourd'hui. Et puis la difficulté aussi, c'est que quand on est une artiste autoproduite comme moi, qu'on n'a pas encore un entourage professionnel conséquent, on finance un peu tout soi-même et c'est assez paradoxal parce qu'on a beaucoup moins de moyens. Donc il y a des choses où c'est un peu des obstacles, en tout cas à surmonter, de dire comment je peux développer mon projet, le mettre en place, alors que financièrement, il y a des budgets que je n'ai pas et donc ça met plus de temps. Et donc ça, c'est des choses à franchir. Et puis après, il y a aussi l'aspect l'aspect réseau que tu l'as développé. Voilà, à développer, mais aussi je suis assez limitée à certains moments. Donc il faut réussir à avoir l'entourage dont je te parle, c'est aussi parfois un manque de réseau. Donc ça, c'est les principaux obstacles à dépasser. Parce que sur le reste, finalement, ce que je fais, j'aime ce que je fais, ça se passe plutôt bien. Mais c'est plutôt comment aller plus loin que ce que je fais aujourd'hui et développer ces projets qui me tiennent à cœur et qui sont encore confidentiels, que ce soit mes compositions ou certains autres projets de création que j'ai avec des partenaires et qui pourraient, à mon avis, exister encore plus et qui sont encore un peu confidentiels. C'est-à-dire que mon choix fait qu'aujourd'hui, j'espère, ce à quoi j'aspire, c'est être épanouie dans ce que je fais, tout simplement, quelle que soit ma décision et quelle que soit mon activité. Alignée, en fait, avec ta raison d'être et tes désirs profonds, quoi. C'est ça, tout à fait. La flamme intérieure. Exactement. Ouais. Et je te dirais qu'elle n'est pas forcément facile à écouter, cette flamme intérieure. Parce que la raison et les autres aussi, des fois, l'environnement. L'environnement, la façon dont on a été éduqué, fait que cette flamme intérieure, on n'écoute pas forcément, qu'on ne la prend pas au sérieux. Et alors que je suis persuadée que si on apprend à s'écouter, avec les années, on finit par savoir ce pourquoi on est fait et ce qu'on a vraiment envie de faire. Et Solveig, quels seraient le ou les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait en fait se lancer dans quelque chose mais qui n'ose pas,
enfin qui a un rêve et qui n'ose pas? Bon, une réponse qui va être déjà entendue certainement, mais de s'écouter soi-même, d'écouter son cœur, d'écouter la petite voix intérieure. Mais peut-être le conseil que je peux donner, c'est que ça se fait petit à petit et qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser si on n'y arrive pas tout de suite, si on n'ose pas tout de suite. Et c'est plutôt laisser grandir ce désir qu'on a en soi. Et moi, en tout cas, ça a été mon parcours. Si on a quelque chose qu'on a envie de faire, eh ben, c'est de commencer à le faire. Et même si c'est tout petit, même si voilà, ça paraît un peu balbutiant, bah, de développer ce projet, cette activité. Et au départ, ça ne changera pas grand-chose à la vie qu'on a par ailleurs. C'est juste qu'on ose déjà à petite échelle faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, on voit ce que ça donne. Et plus finalement, on se laisse aller dans cette activité, ce désir, cette passion, y a des choses qui se mettent en place parce que finalement, on la laisse s'exprimer, on laisse exprimer ce désir. Et là, il y a des chances que petit à petit, on soit de plus en plus en phase avec soi-même et que finalement, ça devienne de plus en plus fort et ça devienne tellement fort que là, ça nous donne envie d'oser encore plus et d'aller plus loin. Et oser finalement vivre sa passion, quoi. Voilà. Enlever un peu les freins et de se dire j'ai jamais fait ça. Des fois ça peut être ça aussi. J'ai jamais fait ça, mais je vais essayer. Je vais prendre un cours de, je sais pas, de dessin ou je vais me lancer. Et petit à petit, du coup, c'est moins gros que de se dire du jour au lendemain j'abandonne tout pour faire ça alors que j'ai jamais fait. Exactement. En tout cas, moi, je vois que dans mon parcours, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, si on m'avait dit, Solveig, tu vas démissionner de ton travail et voilà, vivre de la musique, vivre de projets musicaux, j'aurais dit que c'était impossible. Moi-même, je n'y aurais pas cru. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire juste ce que j'aimais, mais un petit peu plus fortement et à vraiment vivre ces choses-là, à les accepter, à les digérer. Et après seulement, ce courage d'aller plus loin est venu. Mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Merci en tout cas pour votre attention. J'espère que le parcours de Solveig vous a plu. Et si vous voulez la retrouver et écouter sa musique, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Merci encore Solveig pour cette interview. Merci à toi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos prochainement. Je vous dis à bientôt.